Muriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière dans différents hôpitaux. Oui, donc je suis Mais vous êtes infirmière. aussi enseignante. Peut-être décrivez un peu tout ce que vous faites et Oui, quel donc est je votre suis quotidien. de formation infirmière. J'ai fait une spécialisation en urgence et réanimation, puis par la suite un master en santé publique. Et ça fait une dizaine d'années que j'enseigne. Donc j'enseigne à des futures infirmières. Donc je les suis sur différents lieux de stage, ou donc des hôpitaux, des maisons de repos, où elles peuvent apprendre à acquérir les compétences afin de pratiquer leur métier dans les meilleures conditions. J'ai également une activité d'infirmière dans une maison de santé mentale. Et lors de la première vague, j'ai choisi de m'inscrire dans une agence intérim afin de rejoindre le terrain et de pouvoir aider. Tout est saturé, certains services sont bien chargés, mais les hôpitaux de manière générale ne sont pas saturés. J'ai vu des services à moitié remplis, je dirais même à moitié vides. Pour faire venir des patients Covid, et vous dites en même temps que des Covid, il n'y en avait pas tant que ça. D'après vos retours de vos étudiants, mais vous, ce que vous avez vu aussi. Des patients positifs, oui, mais vraiment des patients en grosse décompensation, il n'y en avait pas énormément, pas ce qu'on peut dire, pas plus de malades que les années précédentes. Donc les années précédentes, les hôpitaux étaient aussi surchargés. Donc je ne vois pas de différence entre cette année et les années précédentes, hormis le fait que la prise en charge est différente. Donc la prise en charge d'un patient Covid nécessite un habillage complet, avec des surchaussures, une surblouse, un masque, une charlotte, des lunettes. Et tout ça donne une surcharge de travail aux infirmières en salle Covid, oui. Donc, précisons, vous voulez dire qu'il y a dans certains hôpitaux une surcharge relative, mais que les années d'avant, cette surcharge existait aussi. Elle existait aussi, oui. Et lors de la première vague, on a vraiment, enfin ce que j'ai vu à la première vague, c'est pareil qu'à la deuxième vague. Elles se rendent compte, vous êtes d'accord entre vous Certaines, mais pas toutes. Il y en a certaines qui sont vraiment en limite du burn-out de par leurs conditions de travail depuis des années, Depuis je le des années, ouais. répète. Pas depuis le Covid. Oh, pas non, pas depuis le Covid. Non, il y a effectivement, le Covid a donné un focus sur le travail des infirmières, sur les difficultés qui étaient présentes, mais elles étaient déjà présentes avant, oui. Donc certaines s'en plaignent et d'autres reconnaissent que les conditions ne sont pas plus difficiles maintenant qu'avant. Donc je travaille également donc je suis prof, hein, et on a vu des étudiants se plaindre du manque de travail sur le terrain parce qu'ils se retrouvaient dans des services non Covid, pour certains étudiants en début de formation, et avec très peu de patients dans ces services non Covid. Donc justement très peu de travail. Lors de la première vague, j'ai été appelée, je me suis proposée bénévolement, et j'ai été appelée par une institution alors que certaines infirmières étaient mises au chômage technique, à cause de la fermeture de leur service. Quand je me suis présentée comme intérimaire lors de la première vague, en arrivant sur certains lieux de travail, auparavant, avant le Covid, le parking était rempli de voitures. Là, le parking était déserté. Donc, au niveau du personnel soignant, on en a mis beaucoup un petit peu sur le côté parce que certains services étaient fermés et que le financement des hôpitaux, les hôpitaux sont financés majoritairement par les interventions chirurgicales. Ceci pourrait expliquer cela. Et puis aussi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'on soigne on enlève le pouvoir d'action aux médecins généralistes. Donc donc ils avaient apparemment comme consigne, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, voilà, c'est un généraliste ou deux généralistes, mais pas tous. C'est que dès qu'un patient était positif avec des symptômes, on l'envoie à l'hôpital. Donc le médecin généraliste, il a plutôt comme rôle de centraliser les tests, mais à un moment, n'avait même plus contact avec ses patients, ne faisait que poser des diagnostics Covid et les envoyer à l'hôpital. Ils étaient pris en charge à l'hôpital. Par téléphone, si souvent. Souvent par téléphone. Mais Donc on a augmenté le nombre de patients hospi, qui pourrait effectivement aussi expliquer le fait que on retrouve tous les patients Covid à l'hôpital et on focalise uniquement sur le Covid à l'hôpital. On peut prendre en charge un patient qui a des difficultés respiratoires à domicile avec de l'oxygène, avec un traitement adapté, et c'est tout à fait faisable. Et là, on leur a un petit peu enlevé leur pouvoir d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, à un moment donné, les gens d'en dessous rentrent dans cette logique financière où ça rapporte, parce que c'est une logique managériale, ça.
les One Day, ça rapporte beaucoup? Ce n'est pas transparent par rapport à la raison. La raison est plutôt de pouvoir prendre en charge ces patients Covid. On n'a pas dit venez à l'hôpital, on va mettre tout le monde à l'hôpital quelques jours parce que ça rapporte plus. Ça n'a pas été verbalisé de cette façon-là. C'est une analyse a posteriori que je viens de faire par rapport à ça. En connaissant tout ça, qu'est-ce que vous pensez du confinement, du premier et puis du second? Comment vous vivez ça comme infirmière? Comme une aberration. Confiner les personnes pas malades, c'est moyenâgeux comme technique. Hein. On ne confine pas des personnes qui ne sont pas malades. Donc les renfermer chez elles, leur interdire de franchir un périmètre, c'est clairement une aberration. On ne confine que les personnes malades. J'ai une maman comme comme la majorité d'entre nous, et elle ne sort plus énormément de chez elle, et elle est plantée devant son téléviseur à avoir peur en permanence. Elle est hermétique au discours raisonné, raisonnable? On dirait vraiment qu'elle est endoctrinée en fait, à force d'entendre la répétition des chiffres, ces chiffres qui pour elle, il n'y a pas cet esprit d'analyse, elle est dans ce climat de peur et d'obéissance et d'absence de remise en question par rapport à ce qui est proposé. Il faut savoir que la télévision, c'est pour une majorité de la population, je pense, une occupation principale. Et à la télévision, sur les chaînes publiques, on voit majoritairement parler du confinement, des mesures sanitaires, de vous devez porter le masque, il y a autant de morts. Et ce sont des chiffres aussi qui sont donnés hors contexte. Hein. Donc les chiffres qui sont diffusés au niveau de la télévision publique sont mis hors contexte, alors que quand on remet les chiffres par rapport à un contexte avec une comparaison avec les années précédentes, les chiffres sont identiques aux années précédentes. Mais pour ça, il faut prendre du recul et pouvoir analyser ces chiffres. Je pense qu'on a comme habitude de se rallier à la majorité. Et si c'est quelque chose de mondial, c'est quelque chose dont la majorité parle, dont le gouvernement parle, et on a cette tendance à l'obéissance et la docilité, mais s'ils le disent et s'ils sont aussi nombreux à le dire, mais c'est que c'est vrai. J'ai eu aussi ce cheminement de me dire à un moment, mais voyons... tu te rends compte, si tout le monde pense que c'est vrai. Et puis effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes quand on va chercher un petit peu plus loin, quand on ne s'arrête pas aux chiffres balancés. Parce que tout ce que j'ai dit sont des choses que j'ai observées. Et donc pourquoi j'aurais peur de dire ce que j'ai vu? Vous voyez, c'est clairement ce climat de peur qui fait, oui, mais on ne peut plus dire ce qu'on a vu. On ne peut plus dire ce qu'on voit. Non. Peut-être qu'il y a quelques mois d'ici, je ne l'aurais pas exprimé parce qu'effectivement, la majorité disait autre chose et je ne pouvais pas avoir un autre avis. Mais là, ce sont des faits. Ce n'est même pas un avis que je vous donne, ce sont des choses que j'ai vécues, ce sont des faits. Et donc, votre question de me demander est-ce que je n'ai pas peur d'avoir des conséquences, je me dis si j'ai des conséquences, je ne comprends plus rien parce qu'on ne peut plus exprimer ce qu'on a vu. Mais qui nous amène aussi surtout à ne rien dire d'autre. Il faut tenir leur discours. Donc il y a à la fois le conformisme et la peur qui est tacite de ne pas adopter l'avis de l'autre, alimenté par les médias, mais aussi la peur d'être puni. Presque. Donc je répète que c'est courageux, malgré que ça soit logique de le dire, que c'est quand même courageux de le faire, puisque ce qui est épatant, c'est que personne ne le fait. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit parmi il y a quelques scientifiques, mais parmi les gens qui travaillent, les infirmiers, on n'entend quasiment aucun autre son de cloche. Bon, en même temps, les médias qui donnent le son de cloche du Covid sont ceux en même temps qui sont susceptibles de recevoir les avis des autres, mais parmi vous, vous en entendez aussi beaucoup qui sont d'accord avec vous, mais qui n'osent pas, c'est tout? Il y en a beaucoup qui sont d'accord. Et je voudrais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire. Les avis divergents permettent d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est dans la différence et dans la contradiction. Donc je suis prof aussi de formation et justement c'est dans la discussion, dans le débat qu'on évolue et qu'on avance. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais le fait d'écouter les différents avis, de se mettre autour d'une table et d'en discuter, c'est pour aller vers quelque chose de plus efficace, de plus constructif. Et donc je suis fort surprise d'observer le nombre de censures de personnes
qui ont un avis différent, alors que ça peut être intéressant d'entendre un avis différent, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, mais l'entendre et pouvoir avoir un esprit critique par rapport à la situation. Mais là, c'est même plus avoir un esprit critique, c'est on court-circuite les avis divergents. Et donc je suis un peu surprise, donc on confond complotisme et avis divergents, parce que, enfin voilà, je ne comprends pas trop. Et donc quand on sème la confusion, ben, la population ou les personnes ont besoin de se raccrocher à quelque chose de sécurisant. Et donc c'est vrai qu'on est passé, du vendredi, on était dans certaines consignes, le lundi ça passait à autre chose. Et je suis étonnée qu'un gouvernement, normalement composé de personnes compétentes, conseillées par des virologues normalement compétents aussi, on arrive à donner des informations aussi confuses et chaotiques. Donc au départ, je me suis dit, je vais le dire comme je l'ai pensé, je me suis dit, mais ils sont très, très cons, ces gens, c'est pas possible. Et puis alors, avec le recul, je me dis, je sais pas trop si c'est vraiment très con.